Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Les médicaments ont permis de sauver des vies, de soulager nombre de patients, mais on oublie parfois qu'ils peuvent aussi être dangereux. Même le paracétamol, l'ibuprofène ou les huiles essentielles en vente libre ne sont pas banales et peuvent provoquer des effets secondaires indésirables. Les spécialistes veulent donc inverser la tendance de cette consommation massive pour aller vers une consommation plus responsable des médicaments. Est-ce possible de déprescrire? C'est le nouveau terme à la mode, la déprescription. Et comment le faire? Ni trop ni trop peu, c'est le thème de la conférence du professeur Olivier Bugnon sur les médicaments et la personne âgée. Le parterre est composé de spécialistes de la santé qui tous se demandent au quotidien quelle est la bonne médication pour le bon patient. Alors quand vous vous retrouvez avec une maladie très grave et pour un médicament pour lequel vous avez vraiment un bénéfice bien plus grand que le risque, évidemment, c'est facile, la décision est facile, vous prescrivez sans autre. Le professeur Bugnon est pharmacien-chef de la pharmacie publique de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne. Il sensibilise régulièrement le corps médical et le grand public sur l'utilisation des médicaments. C'est un petit exemple pour montrer que n'avalez pas n'importe quoi et qu'en fait, tout produit, même naturel, peut constituer un danger en fonction de la dose. Donc en fait, c'est simplement, on a essayé de faire le parallèle entre cette noix, c'est une noix de muscade, que les gastronomes connaissent puisqu'on va la râper. Mais cette noix-là, si un adulte comme moi l'avale, au bout de 2 à 7 heures, je vais déjà avoir des problèmes gastro-intestinaux ou même plus importants. Et si j'en avale 4, je peux mourir. Et un enfant, bien sûr, vous imaginez avec la taille, le poids différent, peut s'intoxiquer avec une bête noix de muscade qu'on va retrouver peut-être dans la cuisine. En fait, ça illustre simplement le fait qu'un médicament, il y a un bon dosage, il y a des indications, il y a des contre-indications et que tout est une affaire d'équilibre. Alors si une simple noix de muscade peut être nocive pour qui la prend d'une manière non indiquée, qu'en est-il des médicaments? Depuis la fin de son adolescence, Pierre Morel a des maux de tête importants. Lorsqu'il commence à travailler comme agent général d'assurance, avec les responsabilités et le stress, il a l'impression que les maux de tête augmentent et il prend régulièrement de l'aspirine à raison de plusieurs fois par semaine durant une dizaine d'années. Au fur et à mesure que mon activité professionnelle a augmenté, certains niveaux de responsabilité et peut-être beaucoup d'heures de travail, ces maux de tête se sont accentués et puis j'ai continué à prendre des aspirines. Et puis un jour, on m'a dit qu'il y avait un médicament miracle dans une pharmacie qui s'appelait l'Algifor, chose que j'ai commencé à prendre et à dose assez importante. C'est vrai que c'était plusieurs par jour, très souvent, pendant des années. Tous les jours? Pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, surtout pendant les périodes de gros stress, gros travail. Et puis, effectivement, j'avais l'impression que ça me faisait du bien, mais ça revenait quand même par la suite. Pierre met ses maux de tête sur le dos du travail, du stress, de la malchance. Il ne se pose pas tellement de questions. Il prend des cachets presque tous les jours. Il ne lit pas les notices d'emballage jusqu'à ce qu'il commence à avoir des douleurs au ventre. J'ai vu que ça pouvait faire des gros effets secondaires, notamment pour l'estomac. Et puis, du coup, j'étais presque un peu pris au piège parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour ne plus avoir mal à la tête si je ne peux plus prendre mes Algifor?
Pierre décide d'aller consulter son médecin qui, au lieu de trouver un médicament de substitution, essaie de mieux comprendre d'où viennent ces différents symptômes qu'il tente d'atténuer par cette automédication. On a fait différents examens, différentes analyses. Et pour finir, on a découvert que j'avais un problème de tension artérielle trop élevé qui était constaté. On a travaillé là-dessus, on a essayé de faire baisser ceci. J'ai pris et je prends une petite pastille tous les matins par rapport à ça. Et au miracle, le jour où j'ai pris ceci, à partir de ce jour-là, mes maux de tête ont pratiquement disparu. L'hypertension artérielle était finalement la cause de ces maux de tête réguliers. L'histoire de Pierre n'est pas isolée. Les Suisses sont parmi les plus grands consommateurs de médicaments en vente libre d'Europe. Dès que nous avons un rhume, une douleur, nous avons pris l'habitude de prendre des substances actives, souvent en automédication. Les gens viennent très souvent à la pharmacie pour des problèmes de douleur et ils pensent que le Dafalgan est un médicament banal. Alors c'est un très bon médicament pour traiter la fièvre, pour traiter les douleurs, mais il faut savoir que c'est un médicament qui peut être aussi toxique pour le foie. Les patients à risque pour les problèmes de foie sont les personnes âgées qui ont un problème de malnutrition, les alcooliques chroniques, les fumeurs ou les personnes qui consomment du paracétamol de manière chronique, c'est-à-dire systématique. Les antidouleurs sans ordonnance devraient donc être pris uniquement sur une courte période. C'est un médicament qui est très très consommé, oui, ça c'est sûr, et qu'on a réussi à faire passer dans la population comme étant un médicament banal. Et je trouve personnellement que ce n'est pas un médicament qui est banal. Comment vous expliquez ça ? Le fait que ce soit perçu comme un médicament banal aujourd'hui? Mais parce qu'il y a, je pense, beaucoup de publicité, et puis parce que c'est un médicament qui a été excessivement prescrit. À l'époque, on donnait peut-être plutôt de l'aspirine, et puis l'aspirine, qu'on a par exemple, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, qui sont représentés aussi par l'ibuprofène par exemple. Ce sont des médicaments qui sont toxiques au niveau de l'estomac, qui provoquent des ulcères. Et si vous voulez, c'est un petit peu l'ancêtre du Dafalgan. Et quand le paracétamol est arrivé, on s'est dit, youpi, c'est tellement un médicament qui est moins toxique justement au niveau des ulcères qu'on a pensé qu'il était banal. Et c'est sur un long terme qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes hépatiques. En fait, presque tous les médicaments comportent des effets secondaires. Certains sont minimes, certains sont rares, certains ne se constatent que sur le long terme et certains sont vraiment indésirables. Lorsqu'une capsule est ingérée, la substance active du médicament est libérée dans l'estomac ou l'intestin où elle va chercher sa cible. C'est très difficile de cibler exactement le médicament à l'endroit où on attend son action. Donc des fois, il y a des effets collatéraux. On essaye de plus en plus dans la recherche de trouver des médicaments qui soient le plus spécifiques possible pour limiter les effets indésirables, mais c'est difficile de téléguider une molécule active exactement dans l'organisme. Pour le pharmacien, la population générale a tendance à oublier qu'un médicament n'est pas un produit miracle et inoffensif. S'il est efficace et qu'il a permis de sauver quantité de vies, c'est aussi qu'il est puissant et qu'on ne doit pas le considérer comme un bonbon. Moi, ce qui me frappe, c'est par exemple lorsqu'un jeune enfant qui apprend à marcher tombe sur une place de jeu. Alors, il me semble qu'il y a déjà 3, 4, 5 tubes de granules qui s'ouvrent. Alors que finalement, s'il pleure, il y a une grande partie de frustration de l'enfant qui est en train d'apprendre puis qui n'est pas content d'avoir raté. Et donc il y a aussi une réflexion qu'on doit avoir en disant mais est-ce que vraiment il doit toujours avoir une solution extérieure à moindre problème de vie? Mais à côté de ça, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a autant une banalisation que pour certains autres problèmes, une sous-utilisation de certains médicaments. On sait que les personnes âgées, par exemple, sont moins bien soulagées, leurs douleurs sont moins bien soulagées. Comme si on disait, mais c'est normal d'avoir mal parce qu'on est vieux. Alors que ce n'est pas normal, on doit trouver des solutions. Donc c'est toujours un équilibre à trouver, et un équilibre à trouver qui sera propre à chaque individu. Voilà, bonjour madame. Ah, vous avez laissé tomber une pilule? Oui. Laissez. On vient de faire le ménage de nez. C'est une que vous ne vouliez pas prendre. Vous partez demain? Oui, je pars demain. Pour le domicile? Oui, on fait l'essai, encore une fois. Ouais. J'ai ici votre liste de médicaments. Oui. Il y en a quelques-uns, hein? Beaucoup, oui. Beaucoup trop à mon goût.
À l'époque de Madame Piroya, il n'y avait pas autant de médicaments. L'espérance de vie était moins élevée aussi. Aujourd'hui, il n'est pas rare pour une personne âgée d'avoir plusieurs maladies chroniques et des traitements associés. Ces patients et leurs médecins se retrouvent donc à gérer une polypharmacie qui comprend souvent une dizaine de médicaments. Puisque vous vous êtes cassé l'épaule, il faut bien prendre votre calcium. Je sais, je ne l'ai pas pris comme il faut à la maison. J'en ai une boîte entière. Voilà. Et puis à part ça, il y a d'autres médicaments pour votre cœur et vous avez un anticoagulant aussi. Un médicament pour protéger l'estomac. Et puis vous avez vos antidouleurs sous forme de gouttes, mais que vous pourrez diminuer alors progressivement. Ah, mais c'est mauvais en plus. Il est mauvais comme tous ce médicament. Autrement, il faut que je cherche. Il faut essayer de réduire la surconsommation de médicaments parce qu'on a des complications qui sont liées à ça. Déjà, les effets secondaires des médicaments. Ensuite, plus les patients prennent de médicaments, plus ils courent le risque souvent de tomber, de se casser quelque chose. Et puis, ça augmente alors le nombre d'hospitalisations et la mortalité. Et finalement, vous savez... C'est assez paradoxal. Oui, les c'est assez médicaments paradoxal. sont là pour soigner, en même temps, ils induisent des effets secondaires, des chutes. Tout à fait. Qui sont liés à des chutes, mais à des hospitalisations. Chez la personne âgée, il faut bien comprendre que le métabolisme des médicaments est très très ralenti. Les fonctions rénales et hépatiques sont elles aussi ralenties, ce qui fait qu'il y a un risque d'accumulation de ces médicaments et donc d'intoxication potentielle. Alors c'est vrai que si une partie de nos confrères doivent introduire des médicaments dans l'âge adulte, nous, plus tard, on est là non pas pour les désavouer, mais c'est clair qu'on essaye de trouver des méthodes de simplification de traitement. La tendance aujourd'hui est donc à la déprescription. Le médecin va analyser avec le patient quelles sont les maladies graves, les priorités, les symptômes invalidants. Par exemple, pour Gabrielle Jacquet, il a été possible de réduire graduellement d'un quart le nombre des médicaments qu'elle prenait. Selon l'espérance de vie de la personne et en fonction de ses maladies, il est aussi possible d'adapter les traitements pour le cholestérol ou pour le diabète, par exemple. Chez un patient diabétique, la normoglycémie, c'est-à-dire le fait de garder le taux de sucre dans le sang normal, va prévenir les complications vasculaires dans 8 ans plus tard. Donc si votre patient il a une espérance de vie qu'on peut estimer à 2 ou 3 ans, on peut être beaucoup plus souple avec le traitement du diabète et le diminuer de façon bien intéressante pour le patient et pour le médecin aussi. Quand on se retrouve avec des premiers troubles de santé, quelqu'un qui a un début de maladie chronique, l'objectif va être de mettre en place des traitements pour prolonger la vie. Là, on a tout à fait un sens de donner des médicaments, par exemple dans le traitement d'hypertension, traitement du cholestérol, pour finalement très tôt essayer de ralentir ou le risque d'avoir un infarctus du myocarde ou ce genre de maladie. Donc là, l'objectif est vraiment de prolonger la vie. La dernière étape de la vie, en fait, on dit il ne faut pas rajouter absolument des années de vie, mais plutôt de la qualité de vie. Et c'est exactement ça. En fait, le but, c'est de maximiser le confort du patient. Et maximiser le confort du patient, ça peut aussi aboutir à arrêter des traitements, parce qu'on pense toujours vouloir bien faire en donnant un traitement. On oublie qu'il y a aussi des effets indésirables. C'est Véronique, l'infirmière. Je viens vous donner vos médicaments de midi. Enfin, ceux que vous prenez après le repas de midi. Celui-là, c'est pour sous la langue. Vous arrivez. Voilà, mais je vous en prie. Merci beaucoup. C'est bien. Ça va aller, les médicaments vont vous aider. Et puis, comme vous a dit le docteur, on va trouver une solution. À plus tard, Madame Scalia. Il y a aussi un élément qui est apparu lorsqu'on regarde pourquoi les gens prennent beaucoup de médicaments, c'est que le médecin lui-même a un rôle là-dedans. Et d'une part, le patient, lorsqu'il se rend chez le médecin, il s'attend à sortir avec une prescription de son cabinet. Et puis les médecins ont ce qu'on appelle une sorte de fatigue décisionnelle. Il y a une étude récente aux États-Unis qui a montré que en fin de consultation, pour des pathologies infectieuses banales, la prescription d'antibiotiques était plus importante parce que
le docteur était fatigué et qu'il voyait qu'il n'arrivait plus à convaincre son patient que même s'il n'y avait pas besoin d'antibiotiques, il était finalement contraint de le prescrire pour limiter un tout petit peu son temps. Et parce qu'il était fatigué d'essayer de convaincre ses patients. Le médecin généraliste François Pilet connaît bien cette situation. Il a souvent des patients qui ont une grippe et qui demandent des antibiotiques, par exemple. Il doit prendre du temps pour expliquer que ces médicaments seraient inutiles. Et puis, si les médicaments sont devenus des produits banals, c'est aussi, selon lui, parce qu'il y en a plus avec la médecine de prévention secondaire. On nous stimule énormément à faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire dépister des maladies silencieuses et les traiter à l'avance pour éviter que ces maladies deviennent plus graves. Exemple, l'hypertension artérielle qui fait le plus souvent pas de symptômes. Exemple, le cholestérol, les lipides trop élevés. Les recommandations des spécialistes dans chacun de ces domaines, c'est de prescrire des médicaments. Donc les gens se retrouvent avec de nombreux médicaments pour aucun symptôme. Traiter les maladies avant l'arrivée des symptômes a permis ces dernières années de diminuer nettement le nombre de décès en lien avec ces pathologies. Mais cela nous a aussi transformés en de grands consommateurs de médicaments. Aujourd'hui, les patients et les médecins qui veulent diminuer les produits thérapeutiques vont donc devoir être créatifs, faire de la cuisine personnelle. Adalbert Leuenberger est loin de considérer le médicament comme étant inoffensif. Ce patient de 83 ans a eu des problèmes cardiaques et il fait de l'hypertension. À chaque fois que son cardiologue introduisait un nouveau médicament, il avait des effets secondaires indésirables et sa pression restait haute malgré tout. Chaque fois, il a introduit un nouveau médicament pour la tension artérielle et puis vous n'avez pas supporté, vous vous rappelez, il y en a eu plusieurs, mais vous aviez les jambes qui enflaient. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Vous avez fait des vertiges aussi. Vous m'avez dit que vous aviez trouvé peut-être la raison pour laquelle votre pression montait trop. La raison est qu'Adalbert s'énervait souvent. Le docteur Pilet a proposé des séances de sophrologie pour apaiser ses sautes d'humeur et après la première séance, sa pression avait nettement diminué. Il a donc continué ses cours et y ajouté de la gymnastique Pilatus. Donc vous avez réussi, au fond, à remplacer le médicament du cardiologue par de la sophrologie. C'est magnifique. Puis si on vous propose un nouveau médicament? Je suis très, très inquiet. Oui, parce que on a tellement essayé et beaucoup n'ont pas joué. J'avais des gros problèmes avec. D'ailleurs, maintenant, je lis toujours le truc avant que je commence, parce que c'est vrai, c'est un problème. Vous aviez des effets secondaires? Oui, presque chaque fois. Toute l'équipe qu'ils ont mis. Dans le nombre des médicaments, il y a une quantité de médicaments qui sont là pour contrer les effets secondaires des autres. L'exemple le plus classique et qui est très répandu, les médicaments anti-inflammatoires qui sont utilisés pour des douleurs rhumatismales, des douleurs d'appareil locomoteur, représentent un risque pour l'estomac, notamment, pas seulement, mais pour l'estomac en particulier. Et c'est la règle de prescrire un produit pour protéger l'estomac de ces anti-inflammatoires. Donc ça en fait déjà deux juste pour ce problème. Même pour des médicaments en vente libre, il existe des mises en garde. Par exemple, les comprimés effervescents contiennent beaucoup de sel et ne sont pas indiqués pour les personnes avec hypertension ou des problèmes rénaux. Mais on ne se doute souvent pas des effets secondaires et des interactions entre les médicaments. Quand on a une grosse crève ou un gros rhume, il m'arrivait d'aller en pharmacie prendre un médicament, demander un médicament, et puis je me souviens notamment, sans faire de pub, je prenais du Néocitran. Et ce Néocitran, le pharmacien me demandait que si j'avais des problèmes de tension. Et moi, je lui disais que non, sans problème. Donc, je prenais quelque chose qui, au contraire, n'était pas bon pour ma santé, puisque le Néocitran n'est pas forcément préconisé pour quelqu'un qui a des problèmes de tension artérielle. Pendant toutes ces années, vous avez pris les médicaments, vous vous êtes pas dit c'est pas très bon de prendre ça sur le long terme ou...
s'est passé? Alors, moi je pense qu'il y a une lacune d'information par rapport à ça, parce qu'effectivement, alors peut-être oui, j'y ai pas réfléchi sincèrement pour moi, et c'est vrai que j'ai malheureusement eu un père qui était diabétique, qui prenait des médicaments tous les jours et tout, et c'était quelque chose pour moi qui faisait partie de ma vie, j'avais toujours vu, donc j'avais pas peut-être cette vision, attention, ceci peut cacher quelque chose d'autre. Donc effectivement, j'en ai pris régulièrement sans y réfléchir vraiment. Un autre domaine pour lequel les gens sont parfois mal informés sont les médicaments dits naturels, comme les huiles essentielles qui sont de plus en plus consommées. Et les huiles essentielles, c'est justement la grande passion de Brigitte Mudry de Coué, qui les étudie, les prescrit et qui est enthousiaste face aux vertus thérapeutiques de ces médicaments, mais qui n'hésite pas non plus à mettre en garde les clients sur une bonne utilisation. Je suis à la recherche de l'eucalyptus globulus. J'ai vu sur internet, on m'a dit que c'était bien pour les enfants, pour moi. Oui, l'eucalyptus globulus. Globulus, oui. Je trouve que l'eucalyptus globulus, comme je vois que tu as des petits-enfants, c'est un eucalyptus qui est très fort, qui contient un petit peu des cétones, qui est une substance qui est neurotoxique et puis qui peut même être abortive. Donc je pense que je te déconseille de le prendre vu que tu as encore des enfants à la maison. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors tu as meilleur temps d'essayer plutôt de... C'est quoi? C'est un peu pour un rhume? Oui, le voilà. respiratoire un peu d'accord. bouché, oui, c'est ainsi. Ouais. Alors essaye plutôt l'eucalyptus officinal. Les huiles essentielles devraient être vendues avec un conseil spécialisé par des professionnels. Pourtant, on les retrouve souvent dans les grandes surfaces en vente libre sans conseil direct. Comme tu fais attention de le ranger dans un endroit pas accessible aux enfants, tu le mets quand même un tout petit peu sur la hauteur, parce que c'est quand même des huiles essentielles pures, c'est quand même assez fort, assez puissant. Pour mieux comprendre les huiles essentielles, Brigitte Mudry de Coué nous accompagne à la plateforme PhytoArc, gérée par Mediplan, un institut de recherche appliquée et de développement où les chercheurs étudient les principes actifs des huiles essentielles en amont de la production. Alors là, je vais démarrer en fait l'hydrodistillation. Donc en fait ici dans le ballon, on a simplement de l'eau avec la plante qui nous intéresse, notre plante d'intérêt. Et puis maintenant, on va porter tout ça à ébullition. La vapeur d'eau va entraîner en fait les molécules volatiles, donc ici le long, et ça va être condensé. Et puis les huiles essentielles en fait ne sont pas solubles dans l'eau, donc on va les récupérer en fait petit à petit sur la phase en fait d'eau. Alors là, en ce matin, on est sur de l'huile essentielle de thym. Le grand intérêt des huiles essentielles de thym, c'est un intérêt anti-infectieux. Donc c'est vraiment des huiles qu'on utilise beaucoup en hiver, parce qu'elles ont un très grand pouvoir anti-infectieux, mais justement certaines sont un petit peu dangereuses. Donc par exemple le thym à thymol, le thymol est un phénol et on doit faire très attention de ne pas l'appliquer pur sur la peau, parce qu'il est toxique pour la peau. Et au niveau de l'ingestion, les thym à thymol, si on les ingère d'une manière prolongée, ils peuvent être toxiques pour le foie. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc ici, on a du génépi, donc sous sa forme la plante végétale. Le génépi, je crois que ça contient aussi d'une thuyone. Et il faut faire attention donc avec la thuyone. La thuyone, c'est une cétone, c'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines huiles essentielles. Et les cétones sont des produits qui sont très dangereux, qui sont neurotoxiques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on consomme ce genre de produits. Ou bien certaines huiles essentielles comme certains romarins, certains eucalyptus contiennent des cétones. Et on ne doit pas les utiliser sur une longue période parce qu'ils sont neurotoxiques. Ils détruisent en fait les cellules du cerveau. C'est ce qui s'était passé à l'époque avec l'absinthe dans le Jura. Donc on le consommait d'une manière journalière, de petites quantités, mais sur un long terme, c'est toxique, c'est neurotoxique. En fonction du type d'huile essentielle, du principe actif, il va y avoir des applications et des actions différentes. Les huiles essentielles, comme tous les produits dits naturels, devraient donc être bien utilisés pour éviter les problèmes et surtout pour avoir une meilleure efficacité. Bon, ça, c'est peut-être un premier message. Pensez toujours à vraiment évaluer l'entier de la médication. Souvent, les gens, quand on leur dit « est-ce que vous prenez des médicaments ?», s'ils prennent des vitamines, pour eux, ce n'est pas un médicament.
Ils oublient que même un produit naturel, c'est un médicament. Donc, il faut bien évaluer la situation complète de ce qui est vraiment pris par les patients. Aujourd'hui, le corps médical et le patient se posent des questions. Est-on allé trop loin dans notre consommation de médicaments? Est-ce que prendre un comprimé pour le mal de tête est devenu aussi banal que de boire lorsque l'on a soif? Une remise en question est en cours vers une meilleure utilisation des médicaments. Ni trop ni trop peu, c'est un équilibre à trouver pour chaque patient entre les bénéfices et les effets secondaires d'un traitement, entre le souhait de prolonger la vie ou de maximiser le confort.